Chère audience, honorable jury, monsieur le directeur, opposants, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet à la fois simple et complexe, qui marie entre le concret et l'abstrait. A priori, la balle est dans votre camp, car nous vivons dans une société assez hypocrite, qui regorge d'exemples qui confirmeraient votre thèse. Mais, parce qu'il y a un mais, êtes-vous sûr que c'est de la crainte? Ou est-ce plus de la jalousie, de l'envie, de la haine, du mépris? Réfléchissez-y et réalisez votre erreur, car en défendant votre thèse, vous défendez l'indignation et la lâcheté. Bon, pour cette demi-finale, nous voilà deux sciences maths qui s'affrontent. Nous allons donc parler le langage des matheux. Notre sujet se transforme donc en proposition, sous la forme suivante. Pour tout X qui te craint en ta présence, implique qu'il te nuit en ton absence. Pour que l'implication soit fausse, il suffit d'avoir un seul et unique contre-exemple, n'est-ce pas? Eh bien, me voilà avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages de contre-exemples que je vous citerai tous volontiers, mais malheureusement, le temps ne me le permet pas. Je laisse ce soin à mes camarades. Vous savez, je ne peux pas m'empêcher d'anticiper et de voir à l'avance ce que vous allez dire. Et je vous vois bien jouer la carte du « ce n'est pas de la crainte, mais plutôt du respect ». Eh bien, détrompez-vous, car quoi qu'enveloppé en ce joli petit paquet sous forme de respect, eh bien, nos relations humaines, en quasi-intégralité, sont basées sur la crainte. En fait, derrière toutes les relations, il y a une crainte. On craint son patron parce qu'on a peur de se faire virer. On craint nos parents parce qu'on a peur d'être maudit. On craint Dieu parce qu'on a peur d'être expédié en enfer. Pour ma part, je crains mes professeurs, je crains monsieur le directeur, je crains monsieur Nodjin, je crains mes parents, je crains Dieu. Mais est-ce que j'ai déjà pensé ne serait-ce qu'une seule fois à nuire en ces personnes dès qu'elles avaient le dos tourné? Eh bien non. Monsieur le directeur, honorable jury, très chère audience, bonsoir. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Voilà une citation pour le moins profonde, authentique et unilatérale. Vous me direz, unilatérale, mais pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous avez dit, ce proverbe comporte une seule implication. Pas deux, pas trois, pas 1000, pas une seule idée à controverse ou un dessin en fantaisie. Non, cette citation est une implication simple, claire et concise, qui va d'un point A jusqu'à un point B sans tergiverser. Vous l'aurez compris, si mes camarades et moi sommes là aujourd'hui, c'est pour vous prouver que ce bon vieux proverbe italien ne peut en aucun cas être difforme à la réalité sociale. Cela peut vous paraître absurde, mais à mon sens, l'être humain n'est rien de plus qu'un être frustré et insatisfait qui veut toujours et encore aller plus loin, à la recherche de son accomplissement certain qui n'a cessé d'aiguiser depuis son tout premier jour. Un accomplissement qui n'a cessé d'évoluer et qui demeurera sans fin. Et en chacun d'entre nous, même si nous ne le ressentons pas forcément, cet accomplissement, cette envie et cet acharnement sont là, avec 3 mots d'ordre: le bonheur, le pouvoir et le confort. Sur ces 3 mots, le confort est le moins négligeable de tous. Tous autant que nous sommes, nous cherchons tous à gravir les échelons de la société pour enfin n'avoir personne à nos côtés que l'on doive craindre. Mais si par le plus grand des malheurs nous n'y arrivons pas, cette personne existera. Et tout en restant fidèles à nous-mêmes, nous ferons de notre mieux pour nous débarrasser de sa présence. Et croyez-moi, pour vouloir nuire à quelqu'un, ou vouloir nuire à quelqu'un qui nous perturbe, ou vouloir lui nuire tout court, nous n'avons certainement pas besoin d'être un genre de catacombe à idées belliqueuses ou agressives. Ah non, non, il nous suffit simplement d'être humains. Nous sommes ce que nous sommes, et ce ne sont pas quelques belles paroles prônées d'un air de désillusion et d'amertume qui vont le changer. L'humain est un être fondamentalement égoïste. Ceci est peut-être dû à son instinct de survie ou je ne sais quoi, mais en gros, l'être humain n'a rien de cette chimère qui prône des valeurs pures et sûres, citoyen honnête et transparent, cet employé intègre et sans mauvaises intentions, le tout sur une toile d'un blanc immaculé, étincelante et archangélique. Ah non, je suis désolée de vous mettre 10 pieds sous terre. L'être humain est un être foncièrement impur et mauvais. Du moins, la société fait de lui ce qu'il est. L'essentiel, c'est qu'il faut que vous admettiez enfin que si l'on craint la présence d'autrui, nous l'unirons forcément et sans remords, à son insu, et ce, en toute sanité d'esprit. Et laissez-moi vous dire qu'on ne démontre jamais une implication par un contre-exemple. Merci. Cher auditoire, honorable jury, monsieur le directeur, bonsoir. La personne disparaîtra, mais son autorité ne disparaîtra pas, je m'excuse. Mesdames et messieurs, on est tenté parfois de croire que quelques orateurs qui ont semé toutes sortes de morales, qui ont employé tous les tours de la finesse de la langue, qui
qui plaisent par un beau choix de parole en raison. Mais il suffit d'être un peu réaliste et pragmatique pour réaliser que cet apophthegme ne peut être vrai. Ainsi, vous m'accorderez, chers opposants, de si bonne grâce, avec un consentement si unanime, que la crainte est une vertu, et que ce qui se voit irrégulier suppose règle et perfection. Les hommes craignent, et c'est cela qui fait d'eux des hommes. Si vous faites cette supposition que celui qui te craint en ta présence te nuit en ton absence, j'infère de là que tous les hommes ont subi la nuisance, je m'excuse. Et si vous supposez que la crainte engendre la nuisance, en va le pouvoir, en va la souveraineté. Le besoin de craindre rapproche les hommes mutuellement, les lie, les réconcilie. Ceux-ci craignent, obéissent et servent. Cela gouverne et commande, tout ordre est établi. Quand la crainte occupe les esprits, s'empare d'eux, elle ôte tout autre sentiment et nul besoin n'est de craindre. Un bel œil, mesdames et messieurs, n'a qu'à s'ouvrir pour voir que la crainte est une forme de respect et il arrive que ceux qui vous craignent reconnaissent votre mérite. Avouez-le, on sent la force, on envie l'élévation, je m'excuse, et on méprise la faiblesse. Donc, on respecte ce qu'on craint. Une grande dame, quand elle est crainte, reste au-dessus de l'injure, de la moquerie et de la nuisance. Quelque rapport qu'il paraisse entre la crainte et la nuisance, il y a entre elles le même éloignement qui se trouve entre le vice et la vertu. La crainte et la nuisance, mesdames et messieurs, ne s'exercent pas sur le même objet avec ces différences. Que la première est un sentiment sincère, un sentiment volontaire, sincère, qui rend l'âme féconde, perspicace, qui ôte la paresse, la nonchalance, donc porte l'âme au-dessus de ce qu'elle admire. Et la nuisance qui est tout simplement une manifestation du mal. Merci. Très cher auditoire, bonsoir. Enfin, bonjour. Nous avons une demi-finale qui oppose deux sciences maths, mais on ne peut pas se passer de certains concepts de maths qui sont un peu mal conçus. Alors, le sujet de ce débat est « Celui qui te craint implique, il te nuira ». Alors, l'implication de les mathématiques, c'est le P et non Q. Alors, celui qui te craint te nuira. Alors, ce n'est pas seulement par crainte, parce que la crainte est toujours vraie. Ce qui peut être faux est nuire. Bref. Mesdames et messieurs, franchement, je ne vais pas vous le cacher, la première fois que j'ai lu le sujet, j'ai eu cette terrible envie de vous faire une très brève description de notre classe. Les deuxièmes années sciences maths B1. Bien sûr, nous sommes des sciences maths qui n'ont de sciences maths que le nom. Nous sommes 28 élèves, un de chaque sexe, bien sûr. Malgré notre différence, bien nos différences, nous nous entendons très bien, surtout lorsqu'il s'agit de perturber la classe ou perturber le cours. Chacun a son passe-temps propre à lui. Tenez par exemple, Monsieur Jakik. Monsieur Jakik adore entretenir ses discours avec son accent purement marrakchi, où il nous raconte ses fameux périples avec sa fameuse bicyclette. Nous avons Monsieur Aït Haddouche. Monsieur Aït Haddouche est toujours branché sur son téléphone, en train de snapchatter, de whatsapper, de facebooker, etc., etc. Nous avons Mademoiselle Boukari. Alors, Mademoiselle Boukari, c'est plutôt l'aspect féminin de notre classe. Elle et son clan de gossip girls qui ne font que faire des blagues de tout le monde. Non, mais franchement, une classe phénoménale, une classe qui recoupe plusieurs phénomènes. Nous avons un élève qui aime danser sous les rythmes du shabi et qui s'est avéré était très content, surtout après l'installation des haut-parleurs au sein des salles de classe. Nous avons une élève perfectionniste, sexiste, féministe, qui essaie toujours de défendre l'intérêt de la femme, même si le sujet est loin d'être axé sur la femme. Et bien sûr, nous avons le futur politicien qui pense changer le monde. Très chers camarades, nous avons une classe à l'envers, une classe où l'atmosphère régnant ne donne aucune envie de travailler. Mais ne vous inquiétez pas, tout ceci s'arrête lorsqu'on entend quelqu'un frapper à la porte. Et c'est bien sûr notre très cher surveillant général, Monsieur Nortin. Et vous savez très bien ce qui se passe après. Silence total, calme parfait, apocalypse. Nous craignons notre surveillant général en sa présence lorsqu'il se tient devant nous. Mais en son absence, je crains que ce ne soit pas le cas. Et c'est d'ailleurs, et ce n'est pas le cas de notre classe
toute seule. Je présume que c'est le cas de toutes les classes, y compris la vôtre, très chers camarades. Alors, si vous essayez de réfuter la citation ci-dessus, sous n'importe quel prétexte, ceci relève de votre schizophrénie pure et dure. Très chers camarades, c'est une citation qui a été adoptée pendant des décennies, et ce ne sont pas vous, avec tous les respects que je vous dois, qui allez changer la vision du monde. Très chers camarades, notre position est ferme. Celui qui te craint en ta présence te nuit en ton absence. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonsoir. Tout d'abord, bravo. Non, franchement, bravo. Vous savez, nos opposants avant vous faisaient l'erreur de faire des textes vides. Certes, riches en rhétorique, riches en idées, mais pauvres en langue, pauvres en sens et en idées. Mais vous, chers camarades, vous êtes différents. Parce que vos textes sont vides, mais au moins vous avez le mérite d'être drôles. Désolé, mais nous sommes en demi-finale de Série A, donc il vous faudra bien plus que de l'humour pour gagner. Et une petite remarque, quand vous êtes en train de perturber le déroulement de la classe et blablabla, vous n'êtes en train que de nuire à vous-même. Monsieur Nourdine va rentrer chez lui aujourd'hui et va dormir tranquillement, sans penser à vous. Vous n'avez... Est-ce que vous pensez réellement que vous avez nui à Nourdine en chuchotant en classe? Ou en, je ne sais pas, en snapchatant? Mon Dieu. Mais bon, revenons au sujet. Celui qui te nuit, celui qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Voici un raisonnement impulsif, enfantin et surtout irréfléchi. Ce qui explique le fait que cette citation soit anonyme. La position que nous défendons est beaucoup plus crédible. Celui qui te craint en ton absence ne va pas nécessairement et automatiquement te nuire en ton absence. Prenons l'exemple d'une école marocaine classique, où les relations élèves-professeurs se font sur une base de crainte et de peur, et non sur une base solide de respect. Ce qui est, à mon avis, désolant, mais ce n'est pas le sujet de notre débat aujourd'hui. Hamid, un élève lambda de cette école, craint son professeur de mathématiques. Est-ce que cela implique que Hamid va essayer par tous les moyens possibles de nuire à son professeur dès que ce dernier tourne le dos? Non. Toute personne censée serait tentée de dire non. Hamid, contrairement à beaucoup de clichés, stéréotypes sur les élèves, n'est pas un psychopathe qui souhaite la souffrance de ses professeurs. Mais attendez 2 minutes. Dans un monde régi par la hiérarchie tel que le nôtre, vous pensez réellement que cette citation est une vérité générale? Si c'était le cas, non seulement les valeurs humaines n'auraient plus aucune valeur, mais cela marquerait aussi le déclin de notre civilisation, laissant ainsi place à l'anarchie la plus totale. Et vu la façon très superficielle dont vous abordez le sujet, il me semble clair et évident que vous ne comprenez pas la gravité de vos propos. Vous pensez qu'on aurait pu créer une société d'individus où chacun remplit son rôle, ou qu'on aurait pu construire des monuments, aller sur la Lune, ou je ne sais pas faire quoi d'autre, dans un monde tel celui que vous décrivez? Non, 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 non et non. Le monde n'est pas ce que vous essayez de nous faire croire, alors changez de stratégie, car celle-ci ne marchera pas avec nous. Merci. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi méchant avec l'humour. À travers l'humour, on transmet plusieurs messages. John Oliver, Georges Carlin, toutes ces personnes, ils ont démontré, ils ont transmis vraiment de très beaux messages à travers l'humour. Voilà. Et surtout toi, tu n'es pas celui qui va me dire qu'est-ce que je dois faire en classe. Parce qu'on est, je te vois en classe, je passe comme ça, je vois ce que tu fais. Alors voilà. Alors peut-être monsieur le directeur va me dire après, mais surtout pas toi. Donc, alors. Bonsoir. Je parie que je parle à des humains ce soir, des humains dotés d'émotions, de phobies, de pensées, et sont conscients du fait qu'ils réagissent, qu'ils admettent ou pas certaines situations de façon humaine. Ce que je veux dire, c'est que c'est normal de pleurer quand on est triste. C'est évident qu'on ait un frisson en contemplant la beauté d'un coucher de soleil, et c'est vital d'aimer une personne, et ce n'est pas du tout grave si on ne s'entend pas avec tout le monde. Le conflit et le mal, c'est humain. On vit sur terre et non pas au paradis. Voilà. D'ailleurs, à vrai dire, l'humain évolue
il évolue, il résout des problèmes et il évolue. Donc s'il n'y a plus de problème, l'humain ne peut plus évoluer. On ne trouvera plus aucune civilisation sur Terre. Et d'ailleurs, l'humain aussi, il combat toujours ses craintes. On nuit à la mort par la survie, on nuit aux phobies en les vivant et on nuit à cette personne qu'on craint par le fait de la craindre. Parce que c'est humain de mal réagir, mais le fait qu'on craigne cette personne nous obligera à mal réagir en son absence. Voilà, ce n'est pas sorcier, c'est simple, c'est humain. Et pour éclaircir encore les choses, je vais vous raconter une petite histoire. Alors voilà, je vais encore l'humour, mais s'il te plaît, ne me dis plus rien du tout. Alors c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Fatima et qui a peur du code vestimentaire. Alors Fatima étudie à El Araki. Fatima a oublié son code vestimentaire la matinée du lundi. Fatima a malheureusement payé 100 dirhams. Fatima ne mange pas à la maison lundi. Fatima paye 100 dirhams l'après-midi. Fatima maintenant porte le code vestimentaire toujours et pour toujours. Fatima a tatoué le logo El Araki. On ne sait jamais, il y a des voleurs qui peuvent s'emparer de son code vestimentaire précieux. Fatima parle mal du code vestimentaire quand les responsables sont hors de son regard. Elle nuit à sa valeur sacrée indiscutable. Fatima is smart. Fatima is human. Be like Fatima. Mesdames et messieurs, bonsoir. Chers camarades, je vais revenir sur votre avant-dernière intervention. S'il vous plaît, débattez du sujet, ne débattez pas mon ami Khalil. Ça de un. Deuxièmement, vous avez parlé de l'humour. Oui, on connaît tous l'humour. Mais le problème est que l'humour qu'on connaît tous est plein de messages. Le vôtre est vide. Je suis désolé pour vous. Enfin, ça m'a dérangé parce que je suis Sciences Maths, je dois éclaircir un peu. Pour montrer une implication, on commence par montrer premièrement, on suppose que de ce qu'on va commencer est vrai, puis on montre que le résultat est vrai. Non, ne fais pas ce geste, ça ne te va pas outrageusement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qui in presenza ti teme, in assenza ti gnoce. Celui qui te craint en ta présence te nuit en ton absence. Analysons logiquement et rigoureusement cet énoncé, qui n'est qu'un proverbe issu de la culture italienne. Pour ce, nous proposons d'aborder cette question ou cette stipulation avec un nouveau regard. Mes chers camarades, ne voyez-vous pas que déjà langoureusement, il s'agit d'une devinette dans la réponse et d'une simplicité absurde et d'une clarté embrouillée. Grand-mère, j'ai une devinette pour toi, mon petit filou. Petit-fils, oui, mamie. Grand-mère, qui te craint en ta présence et te nuit en ton absence? Petit-fils, mais grand-mère, c'est un froussard, un poltron, une lopette? Excusez-moi du terme. Eh bien, chers camarades, c'est l'idée que vous venez défendre aujourd'hui. Et si vous prétendez le contraire, alors je vous demande avec courtoisie et bienséance de répondre à mes questions. Faites-vous preuve de lâcheté envers vos parents après vous avoir crié dessus? Ne soyons pas cuistres. Ne me dites pas que vous n'avez jamais craint vos parents. Cherchez-vous à léser vos professeurs, vous grandant pour un manque de respect? Cherchez-vous à nuire à Dieu l'omniprésent parce qu'il nous doit tous sa crainte? Viscéralement et philosophiquement, la crainte a été toujours présente dans notre vie. Certes, elle peut mener dans certains cas rares et bénins à la faiblesse qui est inévitablement la source de la vengeance et de la nuisance. Mais ce serait ahurissant de généraliser le fait. La majorité des craintes sont saines, telles que la crainte de son roi, la crainte de ses parents, la crainte de ses maîtres, et j'en passe. Vous nuirez à votre roi, à vos maîtres, à vos parents? A priori non, même pas en imagination. Il reste à savoir que toute autre crainte salubre et malsaine se traduit en pulsion et en rêve dans notre inconscient. Et non pas en volonté de réagir, même pas en rêve. C'est Freud qui dit ça, pas moi. Ceci dit, je vous demande avec la même courtoisie de discerner les bonnes cartes des mauvaises. Merci et à bon entendeur, salut. Alors tu as parlé de nuisance à un roi. Est-ce que tu sais ce que c'est un coup d'État? Ça, c'est un exemple pour une nuisance de roi. Et vous savez, j'adore les grands débats, mais il y a un problème qu'il faudra peut-être résoudre un jour, peut-être que les prochaines équipes vont éviter ça. On a tendance à préparer des contre-arguments, on les dit comme ça, vous savez, peut-être que ça va marcher. Tu nous dis que nos textes sont vides. Pourquoi? Il faut le montrer. D'ailleurs, tout à l'heure, elle qui a commencé avec l'introduction, elle nous a montré quoi? 1, 2, 3, 4, 5 contre-exemples ou 6, je crois. Moi aussi, tu vois, j'ai 5 pages. 5 contre-exemples à tes contre-exemples. Mais tu vois, je ne les ai pas dit, donc ça compte pas, ça sert à rien. Bref, vous voulez un texte qui ne soit pas vide, vous voulez un texte philosophique, en voici. La façon avec laquelle vous décrivez l'homme est vraiment enivrante et presque convaincante.
Mais ce n'est pas avec une poignée de textes ridiculement optimistes et quelques envolées lyriques purement idéalistes que vous allez changer la nature de l'homme. Elle est corrompue, cette nature, elle est perverse. Et le poids de votre rhétorique, aussi important que vous vouliez le croire, ne fera pas courber les chines à la puissance du mal que la civilisation a réussi à nous faire injecter. Accordez à l'homme le bénéfice du doute autant que vous le voulez, il vous trahira à la moindre occasion, il vous poignardera dans le dos d'un coup aussi sec qu'imprévisible. Mais il ne faut pas lui en vouloir. La nature l'a ainsi faite. Ni le dogme, ni la morale, ni la philosophie, ni la religion, ni l'enseignement, ni l'éducation ne l'ont changé. Alors vous pouvez continuer d'espérer qu'il se transforme du tout au tout, qu'il passe du guerroiement à la paix profonde. Vous pouvez continuer d'imaginer des scénarios aussi utopiques les uns que les autres, mais s'il vous plaît, n'essayez pas d'essayer de convaincre 200 personnes avec des arguments motivés par une simple intuition, par votre simple intuition, que l'homme est foncièrement bon. Car vous avez tort, et ces personnes le savent, car il existe une loi universellement reconnue, une loi cruelle, mais qui demeure malheureusement une loi qui régit la nature de l'homme. On mange pour ne pas être mangé, on attaque pour ne pas être assailli, on combat l'injustice avec encore plus d'injustice. Alors, est-ce que l'homme n'a-t-il que ce visage? Peut-on briser ce cercle infernal? Je ne sais pas, et à vrai dire, je m'en fiche complètement, parce que la question sur la moralité de l'infâme lâcheté de l'homme ne fait pas partie de notre débat aujourd'hui. Le fait est que sa nature demeure perfide, épuisera toujours sa quintessence dans les plus profondes et ténébreuses abysses du mal. Vous savez, c'est comme cette petite écorchure qu'on a sur le palais au fond de la langue et qui ne peut cicatriser que si on cesse de la lécher, mais on ne peut pas. C'est comme ça existe et ça ne changera pas. Si en plus l'homme se retrouve dans ce désespoir hystérique face à un pouvoir beaucoup plus grand que sa petite personne, sa réaction sera amplifiée et totalement démesurée. Demandez aux nazis ce qu'ils pensent d'Oskar Schindler. N'était-il pas un industriel allemand nationaliste nazi? N'était-il pas un ami d'Hitler? Ne faisait-il pas partie du parti nazi? Mais pourtant il les a trahis, il a trahi tous les fondamentaux, les principes du nazi en sauvant 1100 juifs. Il paraît noble, n'est-ce pas? Mais ce que vous ignorez aussi, c'est que Oskar Schindler a touché un beau pactole en sauvant autant de vies humaines. Alors, motivé par l'argent ou par simple bonté du cœur, l'action de M. Schindler ne sera jamais expliquée. Et c'est là que demeure et réside toute la complexité de l'être humain, dont l'ambiguïté continue de vous échapper. Merci. Vous avez parlé de M. Schinter. Eh bien, M. Schinter ne craignait pas les nazis parce qu'il s'il le faisait, il n'aurait jamais pu les nuire. Bon, chers opposants, il y a des craintes saines, nécessaires à la vie de tous les jours. Il y en a d'autres qui ne font que détruire la personne intérieurement. Dans ces deux cas, la nuisance est impossible. La crainte. Un seul mot, 54 synonymes. Dans la peur, la terreur et la phobie. C'est un sentiment tellement intense qu'il cause le décès de 5 millions de personnes par an. Et oui, apparemment les personnes qui craignent sont tellement traumatisées qu'elles ne peuvent nuire en personne. Personne sauf elles-mêmes. Parfois, les gens essayent d'éradiquer ce problème en consultant un psychologue. En effet, 43% de la population mondiale l'a déjà fait. Je me glisse donc dans la peau d'une jeune femme qui craint éperdument son patron. Elle n'a jamais pu en parler à personne, personne sauf son psychologue, mais seulement parce qu'il est tenu par le secret professionnel. Bon, je me lance. Bon, bonsoir. Mon problème, je crains mon patron. Il est tellement intimidant, il me rabaisse, il me menace et j'ai peur. En sa présence, je tremble comme une feuille, mon sang se glace dans mes veines et quoi? Lui nuire? Non, vous n'êtes pas sérieux, non, je ne peux pas, non. Quoi? En son absence? Mais s'il pouvait s'absenter, docteur, je ne serais même pas là devant vous. Vous savez, cette idée me traverse l'esprit de temps à autre, mais à peine je réfléchis, j'élabore quelque chose, qu'importe, et j'ai ce murmure à mon oreille, il me dit « N'y pense même pas. Après tout, qu'est-ce que je ferai? Croyez-vous que si je lui nuis en son absence, il n'en saurait rien? Non, c'est trop bête. C'est même pas la peine s'il ne souffre pas. Et si je le fais, soit, supposons que je l'ai fait, ne va-t-il pas se venger? Ne soyez pas crédule, non. Non, je ne peux pas le dénoncer à la police, non. Qu'est-ce que je dirais? Il ne croit que les actes et oublie combien le harcèlement et la maltraitance morale est. Voilà pourquoi je suis ici devant vous, docteur. Parce qu'il ne me reste plus que 2 solutions. Soit vous, soit le suicide. Ceci est le quotidien de 3 citoyens sur 10 dans le monde et un citoyen se donne la mort chaque jour à cause du harcèlement au niveau du travail. Maintenant, regardez-moi dans les yeux et osez me dire que celui qui te craint en ta présence te nuit en ton absence. Merci.
Franchement, je me dois de te féliciter. Tu ferais une très bonne actrice, mais j'en vois pas l'intérêt aujourd'hui. Un deuxième point, alors, juste pour vous rappeler, Schindler craignait les nazis. D'ailleurs, si vous voulez vous documenter sur le sujet, vous pouvez voir le film, alors il s'appelle La liste de Schindler, il a été réalisé par Spielberg, je pense. Ça vous aidera un peu à comprendre. Alors, devant son impuissance, l'être humain a souvent, on le sait d'ailleurs toujours, il a souvent eu recours à des solutions drastiques et cruelles pour arriver à ses fins. Et ce, quoi qu'il en coûte. Il balayera, éliminera et nuira à toute personne qui se mettra en travers de son chemin. Vous savez, je n'ai rien contre la politique de l'autruche. Si cela vous chante, moi et d'ailleurs toutes les personnes présentes ici dans cette salle, on peut se mettre la tête dans le sable et faire semblant d'être des bisounours. Mais dès que quelqu'un nous importunera et qu'un sentiment d'impuissance, d'insécurité ou même de jalousie, et j'insiste dessus parce que vous l'avez cité au sein de votre introduction, feront surface, nous riposterons. Et ce, avec la plus grande candeur qui soit. Nous sommes de nature impulsive. L'être humain est ce qu'il est et il le demeurera. Avez-vous déjà eu la chance de ressentir ce sentiment de pure satisfaction? Vous savez, quand vous avez l'impression que le monde est à vos pieds et que vous pouvez tout contrôler. Quand aucune des limites physiques et métaphysiques n'effleure vos pensées. Quand vous êtes maître de vos idées. Ce sentiment tant convoité et si dur à palper. Le pouvoir, chère audience. Le pouvoir, une chimère pour certains, mais une réalité pour d'autres. Le pouvoir est bel et bien le catalyseur et le détonateur de l'impureté sociale. Sans lui, la malversation politique, la démagogie et même l'hypocrisie ne seraient que légendes. Le pouvoir est un sentiment si frénétique et dense que l'on se doit de le protéger. Donc quand la peur, l'aversion ou la crainte font surface, la nuisance, l'antipathie et l'animosité seront forcément là. Alors, si vous me demandez si oui ou non, le fait de craindre la présence de quelqu'un fait que l'on lui nuit en son absence, je vous répondrai sans une once de réflexion que oui. Je ne me porte certainement pas garante du pourquoi ou du comment de la chose. L'essentiel, c'est que la perturbation causée et engendrée par cette personne suscitera indubitablement une désobligeance de votre part. Merci. Le théâtre, mesdames et messieurs, de ma camarade comportait une idée bien claire. Si vous n'êtes pas arrivés à comprendre le sens, eh bien, vous me faites pitié. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour penser que ceux qui nous craignent peuvent nous nuire en notre absence. Surtout que nous sommes à une époque où les hommes jouissent de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Nul besoin n'est donc de nuire quand nos droits sont en sécurité. La nuisance est le pouvoir du faible. Or, l'humanité, depuis l'aube du temps, lutte pour rendre l'homme fort. Toutes ces encres qui ont coulé, les martyrs qui ont trépassé, ces révolutions qui ont frappé un peu partout dans le monde, c'était effectivement pour rendre l'homme plus fort, donc moins nuisible. L'esprit de la crainte consiste bien plus à montrer plus de zèle qu'à faire subir du mal. Et celui qui, quelle que soit sa fonction, sort de son travail content de soi et content de son esprit, les deux vous parfaitement. Si vous êtes son chef qu'il craint, mais qu'il craint en réalité de ne pas satisfaire, et dont la crainte serait celle de perdre votre estime et votre respect, il veut vous plaire, je m'excuse, que vous l'admirez. Donc à ne pas vous nuire, et le plaisir le plus délicat, c'est se faire celui des autres. Un homme nuisible, mesdames et messieurs, n'est pas un seul homme. Il se multiplie autant de fois qu'il a de nouveaux goûts. Il est à chaque moment ce qui n'était point, et il va être bientôt ce qui n'a jamais été. Et il se succède à lui-même. Ne demandez pas de quelle complexion il est, mais quelles sont ses complexions. Même de quelle humeur, mais combien d'humeur a-t-il? A-t-on jamais été cet homme vis-à-vis de ce qu'on craint? Heureux sont ceux qui craignent et heureux sont ceux qui sont craints. Ne les craignez pas, car il faut de l'esprit pour se faire craindre et il faut de l'esprit aussi pour craindre. Alors, pourquoi avoir le plaisir de la tragédie et voir nuire sur le théâtre du monde des gens qui ne font que craindre? Merci. Mesdames et messieurs, apparemment je n'ai pas tort, nous sommes face à une équipe totalement schizophrène. Vous venez de nous agresser pour l'humour alors que vous êtes en train de défendre le théâtre, alors que l'humour et le théâtre sont deux arts.
Très chers camarades, celui qui te craint en ton absence te nuit en ta présence. J'ai eu l'idée de vous citer l'exemple de ces peuples qui ont vécu sous la gouvernance de certains tyrans tout au long de l'histoire. Alors ces peuples craignaient leurs tyrans en leur absence, en leur présence, mais en leur absence, ils leur en nuisent. Tenez, par exemple, Muammar el-Kadhafi. Muammar el-Kadhafi, connu sous le nom de colonel Kadhafi. Tyran libyen pendant plus de 40 années. Il exerçait son pouvoir de tyran sur son peuple qui le craignait et qui ne faisait qu'obéir aux ordres souscrits sur le livre vert. Monsieur Kadhafi, bien qu'il soit humoristique, bien qu'il soit comique, a connu une fin tragique. Il a été tué par ce même peuple qui le craignait. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Hosni Moubarak. Hosni Moubarak, ex-président de l'Égypte, qui a présidé l'Égypte pendant de 26 années. Le peuple égyptien était pétrifié, horrifié, terrifié, tétanisé par ce président. Résultat, révolution de ce même peuple contre son président. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence pour une deuxième fois. Benito Mussolini, président de l'Empire fasciste en Italie. Il a bâti son gouvernement, bien son État, sur des génocides aux côtés de son ami Hitler. Benito Mussolini, bien qu'il ait fait plusieurs exploits pour l'Italie durant la Deuxième Guerre mondiale, a connu une fin très tragique. Il a été traîné par terre avant d'être tiraillé, fusillé par ce même peuple qui le craignait. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence pour la troisième fois, et je pourrais continuer pour une énième fois. Alors très chers camarades, c'est clair. Et il faut y voir très clairement. Celui qui te nuit, qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Le débat n'a même pas lieu d'être. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Adjugé, vendu. Merci. Bon, chers camarades, j'ai toujours pensé que vous étiez d'excellents orateurs, et c'est le cas d'ailleurs, j'ai toujours apprécié votre éloquence. Par contre, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, abandonnez la philosophie, ce n'est clairement pas fait pour vous. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Sigmund Freud en personne, car vous êtes en train de contredire toutes ces idées. Et parlons de la conférence internationale. Vous croyez réellement que la conférence internationale aurait été une réussite si les élèves ou même les enseignants guettaient l'occasion de nuire à leurs supérieurs? Non, non et non, encore une fois. Car nous, contrairement à vous, pour étudier cette citation, nous avons fait des recherches, philosophé et cherché tous les exemples possibles pour vous démontrer la véracité de nos propos. Nous voulions vous exposer un travail complet, une étude de A à Z de cette citation, chose qui implique qu'on devait la contextualiser. Je m'explique. Contextualiser une citation est une étape primordiale et fondamentale pour vérifier si, oui ou non, elle est fondée. Et là, je reprends les paroles de monsieur le directeur qui nous avait dit lors d'un des derniers débats, une citation mise hors contexte est fausse. Sauf qu'en faisant cela, on est tombé sur une impasse. Une impasse qui a fait qu'on ne pouvait plus avancer et qu'on a dû reprendre nos recherches depuis le début. Mais vu notre détermination, les dégâts de cette impasse étaient minimes, voire négligeables. Cette citation est juste un proverbe sans explication et sans histoire, ce qui rend sa contextualisation impossible. Voici donc une situation très délicate pour nos adversaires qui devront démontrer que cette citation est une vérité générale, quel que soit le contexte, ce qui est purement, je dis bien purement absurde. Merci. Oh non, désolé, parce que la philosophie, c'est faite seulement pour toi. Désolé. Oh. On n'est pas de philosophe ici. Autre chose, juste mon ami, il a donné 3 exemples dans une seule intervention, de 2, et ça s'appelle comment déjà? La constante. Voilà, ça, elle n'est pas impossible, mais elle est intemporelle. Merci pour la remarque. Donc voilà. Qu'ils te craignent ou pas, les gens vont nuire à votre personne. Ce que je veux dire, c'est que l'intitulé du sujet aujourd'hui est une implication. Voilà, encore une implication, mais cette fois-ci, faites attention parce que maintenant, c'est le cours. Ce qui veut dire, une implication veut dire une relation à seul et unique sens. Voilà, celui qui te nuit n'a pas forcément peur de toi. Voilà, on va donner un exemple pour que vous compreniez bien d'abord l'implication.
soit l'élément x est égal à C2, implique C2, implique x appartient à l'ensemble hiérarchique. Mais x appartient à l'ensemble hiérarchique n'implique en aucun cas que x est égal à C2. Ça peut être n'importe qui d'autre, ça peut être moi, toi, lui, n'importe qui appartenant à l'établissement hiérarchique. Un autre exemple pour mieux comprendre. Je suis le plus fort dans l'école implique je suis le plus fort dans la classe. Mais le fait d'être le plus fort dans la classe n'implique en aucun cas que je suis le plus fort à l'école. Vous allez aussi me dire que dans une implication, l'erreur implique quelque chose de juste. Oui, c'est vrai. 0 est égal à 1, c'est faux. 0 est égal à 1, c'est faux. On multiplie par 0 l'égalité de chaque côté. 0 fois 0, 0 fois 1, ça nous donne 0 est égal à 0, ce qui est juste. Donc 0 est égal à 1, ce qui est faux, implique 0 est égal à 1, ce qui est juste. Dans notre cas, on a un humain craint un autre humain. C'est tellement juste, vous ne pouvez pas nier ça. Je peux payer un billet d'avion. Le directeur, il va payer, vous partez. Voilà. Vous allez partir à la Corée du Nord et vous allez voir que les gens ils sont vraiment terrifiés. Donc le fait de vouloir du mal à l'autre personne, qu'il soit juste ou pas, on s'en fiche carrément parce que l'intitulé du sujet est vrai. Et si vous voulez recruter quelqu'un, voilà, je suis là. Voilà. Chers camarades, je veux vous dire une chose très simple. Pour ce qui est vous avez parlé des révolutions du printemps arabe. Alors si un peuple essaye de nuire à son chef d'État, ce n'est pas une nuisance, c'est juste pour rendre leurs droits qui sont fondamentaux. Et s'il vous plaît, on n'a pas de cours à recevoir en termes d'implication. Vous faites tout à part parler du sujet, c'est malheureux. Et vous osez, avec un culot d'acier, venir dire que nous sommes schizophrènes. Tartuffe. Tartuffe, ce n'est pas un gros mot. Mesdames et messieurs, eh oui, vous le savez tous très bien. Vous savez tous très bien ô combien c'est un immense honneur pour nous et une fierté jubilatoire pour nos esprits de se tenir devant vous de débat en débat. C'est de cette fierté dont on a pu puiser la force et la détermination de s'exprimer librement et avec autant de tact et de clairvoyance. Nous vivons les derniers instants de notre débat, j'en ai bien peur, mais nous les vivons avec sérénité, bravoure et conviction. Notre conviction tout au long de cette réflexion est une grandeur qui a fait des hommes, des guerriers intrépides et résolus. Une valeur qui a distingué et départagé les bons des mauvais. Un principe qui s'est gravé au plus profond de nous et de nos compatriotes et qui a su protéger notre dignité et conserver notre unicité. La crainte est un sentiment valeureux qui naît du respect et de l'estime d'autrui. La crainte est issue de la peur de la nuisance. Je n'ai trouvé meilleur moyen de conclure ma réflexion que d'illustrer ma conviction et de la rendre palpable et proche de vos esprits. 1180 avant Jésus-Christ, la guerre de Troie déclenchée. Achille et ses myrmidons étaient les guerriers les plus redoutés de Grèce, par même le plus grand des rois Agamemnon. Achille, fier de sa personne, ne cessait de provoquer Agamemnon. Il ne lui prêtait même pas allégeance. Agamemnon n'a jamais cherché à nuire à Achille. Les Grecs ont pu franchir les murailles de Troie. Vous ne le voyez toujours pas. Revenons au Maroc. 1971. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, merci. 1971, premier coup d'État contre Sa Majesté le roi Hassan II. Échec. Vous vouliez parler des coups d'État? Voilà, on en parle, nous sommes gentils. Voilà. 1971, premier coup d'État contre Sa Majesté le roi Hassan II. Échec. 1972, coup d'État des aviateurs contre Sa Majesté le roi Hassan II. Échec. On a essayé de nuire à notre roi, mais on n'a pas pu. Pourquoi? Alors permettez-moi de vous l'exprimer du plus profond de moi-même. Quand on craint, on respecte et on estime. Et on cherche à être à la hauteur pour dépasser nos craintes. Et comme l'a dit si bien l'historien Thucydide, je cite, « Voir clair dans les événements passés et dans ce qui est à l'avenir, du fait qu'ils mettront en jeu eux aussi des hommes, présenteront des similitudes ou des analogies. » Merci. Alors, tu as parlé de M. Hassan II. Écoute, certes, nous vivons dans le Maroc, mais il n'existe pas que le Maroc. Muammar Kadhafi, tu dis que quand on nuit un chef d'État, on ne le nuit pas. Tu sais, Muammar Kadhafi, on l'a tué avec une balle qui lui a transpercé le crâne. Si ça, c'est pas de la nuisance, alors qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Alors, l'homme est le loup de l'homme, disait Hobbes.
À vrai dire, je parle. À vrai dire, le sujet de notre débat aujourd'hui aurait aussi bien pu être l'homme nuit à l'homme et cela n'aurait rien changé. Car la vie de l'être humain est solitaire, indigente, dégoûtante, animale. Tout au long de ce débat, cette équipe-là a essayé de démontrer toutes les réponses pacificatrices aux instincts destructifs humains. Mais l'homme restera toujours dans son état primitif, même dans les conditions, les lieux les plus civilisés. Le Parlement, prenons par exemple le Parlement, ce lieu où la démocratie, la civilisation, la politesse et toutes ces bonnes vertus sont censées atteindre le paroxysme de leur pureté. Eh bien, même au Parlement, on se bat, on se nuit, on se combat, et qu'on soit du même côté, ça n'a aucune importance. Alors, certes, la politique a essayé de nous réunir, mais qu'a-t-elle réussi finalement? Elle nous a séparés les uns des autres. Et là, nourrions-nous la crainte de l'autre, et que fait-on quand on craint quelqu'un? On le nuit. C'est aussi simple que ça. J'ai peur, donc je nuis. Je nuis, donc j'existe. Mesdames et messieurs, durant ces 20 minutes, mon équipe a farouchement démontré la véracité de notre position, allant même jusqu'à vulgariser des concepts philosophiques complexes que vous avez toujours essayé à dénier. Et Ayoub ici a même dévoilé la splendeur de notre classe. Marwan a parlé de la pauvre Fatima. C'est vous dire que tous les moyens sont bons face à une équipe aussi bornée d'esprit, fermée à toute discussion. Tous les moyens sont bons. Alors j'espère que vous avez profité de ce débat et que le meilleur gagne. Merci.